Bonjour à tous. Dans le sommaire, les élus nationaux et les élus des élus ont tous repris hier mercredi le chemin du Palais du Peuple. La rentrée parlementaire a été effective dans les deux chambres. Les différents speakers ont tenu des discours forts marquants sur la situation sécuritaire et sociale des Grands Hôtes en RDC. Et l'ONU a publié un rapport sur le déplacement des populations dans la partie est de la RDC. Près de 100 000 personnes ont fui les affres de la guerre, situation aggravée par l'activisme rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Dans l'actualité également, le processus électoral, la CENI a accordé 15 jours supplémentaires à la troisième ère opérationnelle, un temps de rattrapage pour une zone en grande partie en proie à l'activisme rebelle. Bienvenue à vous tous dans ce journal. À la une de l'actualité, la crise sécuritaire dans l'est de la RDC a causé le déplacement de plus de 100 000 personnes. C'est ce que dit le rapport publié hier mercredi par les Nations Unies. Citant des sources humanitaires, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que plus de 50 000 personnes ont été déplacées de la cité des Rutshuru pour trouver refuge à Kibirizi et quelques 55 000 autres personnes du territoire de Massissi ont fui vers les villages voisins. Alors que de l'aide humanitaire se mobilise des part et d'autre, la société civile a plaidé pour une assistance conséquente. Nous rappelons à la face du monde que les Nord Kivu constituent les premiers de la République démocratique du Congo. La population du Nord Kivu n'a pas besoin de l'aide humanitaire, mais a besoin de la paix dans ces entités. Et ces entités ont été attaquées par l'armée des États voisins et nous pensons que ces pays-là méritent des sanctions à cause de ce qui est en train d'être fait. Les endroits où la population se cantonne, ce sont des camps de concentration. Ils meurent tous les jours. Au moins dans le cas de Kanyaruchinya, il y a 7 morts par jour. Notre plaidoyer ne se focalise pas sur l'aide humanitaire. Notre plaidoyer se focalise sur des sanctions. En aidant avec l'aide humanitaire, ce sont des actions qui peuvent aider pendant un certain temps, mais ça ne peut pas aider quand quelqu'un était chez lui. La population a besoin de rentrer dans leurs entités d'où ils sont venus. C'est pour cette raison-là qu'il faut forcer le Rwanda la main et l'Ouganda leur forcer la main pour qu'ils cessent la guerre en République démocratique du Congo. Et ces actions doivent être menées par les pays membres de l'Union européenne. Nous avons déjà compris la position de la France. La France est insouciante de ce que la population est en train de connaître à cause de ses intérêts, mais nous demandons à tous les autres pays de l'Union européenne d'aider. Et tous les pays où il y a des ambassades accréditées en République démocratique du Congo, et leurs bureaux sont basés à Kinshasa, ils ont intérêt pour aider la population de rentrer dans leur village. Restons encore dans le Nord Kivu avant de passer en Ituri voisin. Le gouverneur militaire est réhabilité dans l'intégrité de ses fonctions et attributions. Constant Ndima va de nouveau diriger les opérations militaires dans cette province sous état de siège selon une notification signée par le chef d'état-major des FARDC. Et au moins 600 000 habitants ont regagné leur milieu d'origine. Des zones jadis occupées par l'ennemi sont passées sous contrôle des forces armées de la RDC en Ituri. C'est le bilan à mi-parcours des opérations à mettre à l'actif de l'administration militaire. Le gouverneur Luboya Kachama était face à la presse. Plusieurs actions ont été réalisées par l'administration militaire de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit entre autres du retour des plus de 600 000 habitants dans leur milieu d'origine et de la stabilisation des zones jadis occupées par l'ennemi. C'est le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama qui l'a dit face à la presse, faisant ainsi un bilan à mi-parcours de l'état de siège. Beaucoup de choses ont évolué, notamment nous avons remis des populations sur l'axe, sur la RN27, sur l'axe Bunia-Komanda, là où les populations s'étaient déplacées. Nous avons aussi remis les populations sur toujours la RN27, Fataki, Libi, Ngote, il y avait un peu de population à Ngote. Et donc, nous avons aussi remis des populations à Bambou aujourd'hui, à Kobu,
Et donc ça va, on peut dire qu'on a beaucoup évolué, mais on n'est pas au bout du travail. Donc ce que moi je leur dis, c'est il faut enterrer la hache de la guerre, comme j'ai dit. Il faut que les gens se pardonnent. Nous avons des piliers tels que le dialogue et la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, c'est justement ce qui va, n'est-ce pas, encore faire consolider ou renouer les liens entre les communautés. Et donc c'est ce que nous demandons. Les communautés doivent se parler, ils doivent se pardonner, ils doivent voir comment est-ce qu'ils vont évoluer et ils vont aller de l'avant. L'approche militaire et non militaire adoptée par le gouverneur de l'Ituri apporte aujourd'hui des résultats encourageants. Je le disais, après 3 mois de vacances parlementaires, les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple depuis hier 15 mars. À la Chambre haute du Parlement, le président Modeste Bahati Lukwebo, qui a ouvert cette session de mars, est revenu dans son allocution sur la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie, en passant par le social des Congolais et les élections qui pointent à l'horizon, appelant ainsi les Congolais à soutenir le président de la République. L'ouverture de cette session de mars au Sénat a été marquée par l'allocution du président du bureau de cette chambre haute du Parlement congolais. Modeste Bahati Lukwebo est revenu sur la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie, en passant par les sociales des Congolais et les élections qui pointent à l'horizon. Concernant la situation sécuritaire, Bahati Lukwebo a appelé les Congolais à soutenir le président de la République dans ses efforts pour la paix dans l'Est de la République. Et il a également appelé la communauté internationale à sanctionner le Rwanda pour sa responsabilité dans les massacres des Congolais. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. Cette session de mars devant être consacrée essentiellement à la production législative, le président du Sénat appelle le gouvernement à déposer pour examen dans un plus bref délai la proposition de loi sur la répartition des sièges, saluant l'enrôlement en cours des Congolais, y compris ceux vivant à l'étranger. Dans quelques pays, Modeste Bahati Lukwebo a exhorté les présidents des partis politiques à aligner aussi des femmes sur leur liste des candidats comme l'exige la loi électorale. Face à la situation économique, le président du Sénat a appelé le gouvernement à stabiliser le cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population face à la surchauffe du taux d'échange après les fêtes de fin d'année. Et le discours du président du Sénat a suscité des réactions positives dans les milieux politiques et diplomatiques. C'est le cas notamment du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, et de l'ambassadeur du Canada, Benoît Pierre, que je vous convie de suivre. Bon, j'ai retrouvé à la fois un politique et un scientifique. Donc, en tant que politique, il a plaidé pour le bien-être et la sécurité de la population congolaise. Et j'ai aimé son discours de mobiliser tous les moyens nécessaires, aussi bien diplomatiques que militaires, pour mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré. Et ça, j'ai aimé. Une des choses qui m'a particulièrement interpellé était lorsque le président du Sénat a fait référence à la loi électorale qui a positionné la loi électorale comme étant une opportunité pour les partis pour avoir plus de femmes qui participent au processus électoral. Et dans l'enrôlement des électeurs, la CENI a accordé une période de rattrapage de 15 jours dans la 3e ère opérationnelle, dont les opérations étaient censées se clôturer demain vendredi. Elle partira donc du 18 mars au 1er avril 2023. Ces opérations concernent les provinces du Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Chopo. Le Canada et les États-Unis sont également concernés. Et c'est désormais un caillou dans les chaussures de la CENI qui pourrait faire tache d'huile la bataille médiatique engagée entre l'actuel bureau de la CENI et l'ancien président Corneille Nangaa. Son parti politique a répliqué après la mise au point de Didi Manara. La DCP a invité la CENI à assumer ses responsabilités en tant qu'organe d'appui à la démocratie et à demeurer dans son rôle d'arbitre.
Et du 3 au 6 mars, les inspecteurs des mines ont pris part à un séminaire de formation sur le secteur minier à Luambo dans le Haut-Katanga, clôturé par Didine Ilunga Ndaïmboulaya, chef de bureau dans cette contrée. L'objectif principal de ces assises était de les outiller dans l'exercice de leurs fonctions pour éviter toute forme de dérapage. Sous l'impulsion et le leadership de Didine Ilunga Ndaïmboulaya, chef de bureau de l'antenne minière de Luambo dans le Haut-Katanga, les inspecteurs des mines et bien d'autres invités ont préparé un séminaire de formation dans le secteur minier en vue de les outiller dans l'exercice de leurs fonctions pour ainsi éviter toute forme de dérapage. 4 jours de formation sous les thèmes notions sur la réglementation du secteur minier permettant aux participants de bien maîtriser toutes les matières prévues par le formateur. À la fin de ces assises, Didine Ilunga Ndaïmboulaya s'est dit très satisfaite pour la participation active des inspecteurs des mines. Pour ma part, je suis satisfaite de cette formation de remise à niveau qui ne sera pas la dernière. Quant aux inspectrices et inspecteurs, je vous prie à mettre en pratique tous les outils pour améliorer le travail. Je déclare clos ce séminaire. À leur tour, les inspecteurs ayant pris part à ces séminaires ont salué l'initiative prise par Didine Ilunga Ndaïmboulaya. Cette formation nous a donné un plus dans ce que nous faisons comme travail et c'était vraiment nécessaire pour que nous puissions être capables de nous défendre dans notre domaine. 14 février 2019, 14 février 2023, 4 ans déjà que Didine Ilunga Ndaïmboulaya, par son dynamisme, a réussi à mettre en place un bâtiment administratif répondant aux normes d'un bureau digne de son nom. Didine Ilunga, une dame soucieuse de la bonne marche du secteur minier en RDC, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel en sigle a remis officiellement ce mardi le laboratoire du service national des semences Senasem en sigle à Kalemi dans la province du Tanganyika. L'entrepreneur ayant construit et équipé le bâtiment est une entreprise 100% congolaise, la Sagec 4, dont les réalisations en génie civil n'est plus à démontrer. Construit dans le cadre du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs, Picagel en sigle, le bâtiment du laboratoire et bureau du service national des semences Senasem en sigle a été remis officiellement ce mardi 14 mars aux bénéficiaires précités. Ce bijou, mieux, ce joyau, est l'œuvre d'une entreprise nationale des dignes fils de la RDC et du Tanganyika tout particulièrement, Sagec 4, sous la direction de Innocent Mirindi, qui a été introduit lors de cette cérémonie par la coordonnatrice provinciale du Picagel, Brigitte Kapinga Saouda. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ces beaux cadres du laboratoire de Senasem. La construction qui nous a pris exactement 60 jours. Le directeur général d'entreprise Sagec 4, qui a construit ce flamboyant bâtiment, l'a présenté brièvement à l'assistance composée notamment du représentant du gouverneur du Tanganyika, des députés provinciaux, des délégués du gouvernement national, ceux de la Banque mondiale et bailleurs de fonds du Picagel ou encore la coordination nationale du projet. Nous sommes l'entreprise Sagec qui s'appelle Société agro-pastorale et de génie civil du Katanga. Sous la satisfaction générale, le laboratoire du Senasem Tanganyika a été ainsi inauguré, équipé par l'entremise de Sagec 4, pour contribuer dans le domaine de la recherche et de la croissance agricole. Sacrée meilleure entreprise nationale de génie civil au Tanganyika au cours des dernières années, Sagec poursuit dans la noblesse qu'on lui reconnaît, après avoir notamment réhabilité l'abattoir public des Kalemi ou encore le cabinet du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, sans oublier le chef-d'œuvre, le bâtiment des inspections de l'agriculture, pêche et élevage et du développement rural, pour n'y pas citer les réalisations dans les territoires du Tanganyika. Et dans l'actualité en dehors de nos frontières, le cyclone Freddy qui a frappé le Malawi et le Mozambique a atteint un nouveau record de longévité d'une tempête de grande ampleur. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a qualifié la situation de tragédie nationale et lance un appel aux partenaires internationaux et aux donateurs pour qu'ils apportent une aide supplémentaire. Freddy, diminutif de Frédéric qui signifie littéralement roi pacifique, porte bien mal son nom. Ce cyclone, au nom tiré d'une liste établie à l'avance par le service météorologique de différents pays, a sémé la terreur en Afrique australe depuis plusieurs semaines après avoir traversé tout l'océan Indien.
Il avait frappé cette région une première fois fin février avant d'y retourner le week-end dernier. Son bilan dépasse désormais les 300 morts pour les deux pays victimes et devrait s'aggraver d'après plusieurs sources. Cependant, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, en a appelé mercredi à l'aide internationale pour faire face aux ravages, une tragédie nationale qui a fait au moins 225 morts dans son pays. Il a en outre décrété 2 semaines de deuil national avec les drapeaux mis en berne pendant la première semaine. D'après les dernières prévisions, Freddy devrait se dissiper sur la terre, mais les pluies risquent de persister encore plusieurs jours. Le cyclone Freddy, qui a fait une traversée inédite de plus de 8000 km d'est en ouest dans l'océan Indien, sévit depuis plus de 35 jours. Il est en passe d'être classé comme les cyclones les plus longs de l'histoire par les météorologues. Et le sport à présent, la Ligue Ndaye Mutumbula sera lancée du 11 au 13 août 2023 à Kinshasa. L'annonce de ce grand événement sportif international a été faite ce mercredi dans la soirée valorisant Ndaye Mutumbula, recordman du nombre de buts en une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Par sa dénomination, cette ligue est une compétition inclusive et inédite de football de rue. 10 équipes composées chacune de 12 joueurs amateurs ayant au moins 16 ans révolus, dont un minimum des tierces des femmes, pour le lancement de la Ligue Ndaye Mutumbula du 11 au 13 août 2023 à Kinshasa. Il n'était pas très grand, mais il était véloce, il était rapide. Alors lui, comme quand il jouait au football, dès qu'il avait le ballon, plus personne ne pouvait l'arrêter. Cette compétition inclusive et inédite de football de rue sera organisée sur des sites événementiels conçus pour offrir une expérience immersive, localisée, qui soit promotrice de la culture urbaine congolaise. Le divertissement sportif, il nous est paru clair que Kinshasa était l'endroit idéal pour lancer cette plateforme qui permettra effectivement aux jeunes joueurs, aux joueurs du football de rue de pouvoir s'exprimer et enfin pouvoir bénéficier de leur talent. Nous, la Ligue Ndaye Mutumbula, nous allons investir dans des infrastructures. Nous avons pour projet de créer une salle de sport. En ligne avec sa vision qui consiste à valoriser un patrimoine culturel et sportif, Ndaye Mulumba, d'heureuse mémoire, dit Ndaye Mutumbula, recordman du nombre de buts en une édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec 9 buts en 6 matchs lors de l'édition 1974 en Égypte. C'est une très bonne initiative parce que la jeunesse congolaise mérite des initiatives comme ça pour les encourager, les jeunes Congolais, à être des sportifs de demain. Le sport commence par la détection des talents, mais aussi par l'histoire des grandes figures qui ont marqué le sport national. Il faut mettre dans la tête de chaque Congolais. Et surtout, il faut un encadrement au niveau des sponsors, au niveau de ces footballs de rue, des spectacles. Tout ceci va conduire à un modèle économique qui va générer de l'argent. Et ces jeunes seront des professionnels demain s'ils entrent dans des écoles de formation et que ça constitue pour eux un avenir. C'est au cours d'une cérémonie riche en couleurs que l'annonce de cet événement international a été faite avec la participation de plusieurs figures emblématiques de football. Et en attendant la reprise du championnat national de football, quelques clubs engagés en Ligue 1 s'entraînent pour garder leur niveau. Le cas du Football Club Renaissance du Congo qui a repris du service après plusieurs mois de repos. Le président du comité national des supporters du club Orange de Kinshasa a assisté à la dernière séance d'entraînement, une occasion pour lui de motiver les joueurs à se donner au travail pour un retour en force. Nous savons très bien que les entraînements sont à huis clos. En attendant que le staff technique puisse ressortir le satire. Et à cela, il y aura maintenant des entraînements ouverts au public. Nous avons fait notre demande et la coordination a accepté que nous puissions arriver au lieu d'entraînement et faire un geste que vous avez vu en remettant des bouteilles d'eau et l'enveloppe. Satisfait, même par rapport au terrain,
Et par rapport à la façon dont les joueurs sont en train de s'entraîner, en tout cas, il n'y a pas match. Et je peux rassurer à tous les Rennais, en tant que président des supporters du FC Renaissance du Congo, qui ne seront pas déçus. Et nous disons bravo aux deux coordonnateurs et bravo au staff technique et bravo aussi aux joueurs. Le train est en marche. Les deux coordonnateurs nous ont prêché sur l'unité, sur la fusion, sur l'amour, sur la paix. Et pour terminer en Europe, la Ligue des Champions, le tableau de quart de finale affiche complet depuis hier. Après sa large victoire de 5-2 à l'aller, le Real Madrid a obtenu son billet sans être inquiété par Liverpool, qui l'a battu petitement à la Maison Blanche. Dans l'autre match de 8e de finale joué en Italie, Naples a aussi validé son ticket après avoir étrillé Francfort 3-0. Les temps forts de ces deux matchs à retrouver dans ce condensé de Christian Bocaya. En ballottage favorable après sa victoire à l'aller sur la pelouse de Francfort, Naples a achevé son travail avec succès au stade Diego Maradona et a obtenu aisément son ticket pour le quart de finale. Après avoir battu, les milieux polonais ne tremblent pas et transforment son match joué au Santiago Bernabéu. Les Real auront connu ce vendredi à l'issue du tirage au sort. Les deux chambres, les différents speakers ont tenu des discours forts marquant sur la situation sécuritaire et sociale dégradante au pays. Et l'ONU a publié un rapport sur le déplacement des populations dans la partie est de la RDC. Près de 100 000 personnes ont fui les affres de la guerre, situation aggravée par l'activisme rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Et le processus électoral à CENI a accordé 15 jours supplémentaires à la 3e ère opérationnelle, un temps de rattrapage pour une zone en grande partie en proie à l'activisme rebelle. Restez avec moi pour la revue de presse cette fois. Et la lecture des journaux se fera avec Moïse Chamala, qui est déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Moïse. Bonjour Gaëtan Kouba-Bourranzi, merci. Et pour commencer, rentrée parlementaire, les présidents des deux chambres mettent l'emphase sur l'agression et les élections. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bourranzi, commençons cette balade des journaux avec les quotidiens L'Avenir qui titre à sa une « Bahati mobilise contre l'agression, Mbosso pour les élections et la sécurité ». Gaëtan, après 3 mois des vacances parlementaires, les députés et sénateurs ont repris les chemins du Palais du Peuple. C'est mercredi 15 mars 2023, l'ouverture solennelle de la session de mars à la Chambre haute du Parlement a été présidée par les présidents Modeste Batilou Kwebo, conformément aux articles 115 de la Constitution et 80 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. La locution du président du Sénat était les seuls points à l'ordre du jour de cette plénière. Le speaker du Sénat est revenu sur la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie en passant par les sociales des Congolais et les élections qui pointent à l'horizon. Parlant de la situation sécuritaire, Modeste Batilou Kwebo a dans son speech appelé les Congolais à soutenir les présidents de la République dans ses efforts de recherche de la paix face à l'agression de la partie est de la RDC par les Rwandais sous couvert du M23. Mais de son côté, l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour tenir les paris. Elle recommande au gouvernement de poursuivre la mise à la disposition de la CENI des ressources financières prévues dans la loi des finances, mais sur l'agression rwandaise. Christophe Mbosso a rassuré que la RDC n'attend s'engager dans un processus de dialogue que si l'agresseur occupant rwandais retire ses troupes et ses exécutants du M23. Relayant la même information, Forum des As a lui privilégié les plus la partie du discours de Christophe Mbosso sur l'option du dialogue avec ses titres. Kinshasa accepte de dialoguer si le Rwanda retire ses troupes du territoire national, dit Mbosso. Gaëtan, le président de la Chambre basse du Parlement, a insisté qu'il soit bien attendu que l'attachement de la RDC au vertige du dialogue ne constitue ni un signe de faiblesse ni un acte de lâcheté. Et hausse de prix de produits de première nécessité, la presse congolaise inquiète fait le constat.
Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté ces dernières semaines sur les marchés de la capitale congolaise. Telle est l'observation faite par les journaux La Transparence, avec de preuves plus palpables. Un sac de riz de 25 kilos qui s'est négocié il y a quelques semaines à 48 000 est passé à 55 000 francs. Et un bidon d'huile de 25 litres qui coûtait 25 000 francs est passé à 28 000. Un kilogramme du sucre qui s'est négocié à 10 000 et maintenant à 13 000. Les vendeurs interrogés sur place par les confrères du journal La Transparence se disent profondément incapables d'écouler leur stock à cause de cette hausse vertigeuse. Et pour terminer, à l'international, réconciliation turco-syrienne, Bachar al-Assad à Moscou après 11 ans de conflit. Et bien, comme les définit ces titres de la RFI, le président russe Vladimir Poutine a reçu hier à Moscou le dirigeant syrien Bachar el-Assad au moment où le Kremlin accentue ses efforts pour réconcilier la Turquie et la Syrie et affirmer son poids diplomatique malgré son isolement sur l'Ukraine. En croire RFI.fr, ces efforts interviennent alors que les cartes diplomatiques ont été rebattues de façon spectaculaire au Proche-Orient avec les rétablissements parrainés par Pékin des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les Kremlin orchestrent une réconciliation entre la Turquie et la Syrie brouillée depuis 2011 permettrait d'afficher les poids diplomatiques de Moscou malgré son isolement occidental. Merci infiniment Moïse Tchamala pour cette lecture. Je vous remercie Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est par ici que se referme également ce journal. Je vous remercie tous de l'avoir suivi et soyez toujours dans la joie, Madame, Messieurs. L'actualité reste incontinue.